Et donc on va revenir sur l'Équateur, dont on en avait parlé des présidentielles, qui avait été notamment émaillé par l'assassinat du troisième homme de l'époque de la présidentielle à ce moment-là. Donc c'est Noboa, le fils d'un mania, d'un milliardaire qui était le géant de l'industrie de la banane à l'époque, je crois, qui est au pouvoir. Et on a toujours de gros problèmes sécuritaires actuellement en Équateur. On va comparer une analyse de droite d'un journal de droite. Alors de droite classique, on n'a pas pris valeurs actuelles, même si est-ce qu'il n'y a pas une valeurs actualisation du Figaro. Mais on va regarder justement ce qu'ils en disent dans le Figaro, avec cette mise en page tout à fait affreuse, sans parler du fond. Hein. Regardez, ça c'est un article, et ça c'est un autre article. Alors je sais bien que voilà, il y a une séparation, et que voilà, la mise en page en version papier est peut-être plus parlante. Heureusement, nous avons une version texte, parce que sinon, c'est tout à fait illisible. À Guayaquil, donc on avait vu aussi la semaine passée, c'était... alors je sais pas si le but était une prise d'otage, mais en tout cas, un gang débarqué en direct dans une émission de télé. Le président de l'Équateur charge l'armée d'en finir avec les gangs. Donc voilà, il faut simplement mettre le paquet avec l'armée. Est-ce que ça va être simplement ça, le discours? Et que si on est suffisamment ferme, il n'y aura plus de problème. Sœur Susana Veloz, qui règne sur les lieux, y met un point d'honneur. La maison de Dieu ne peut pas être fermée, dit-elle, même si tout le monde a peur en ce moment. Guayaquil a été le théâtre de violence durant toute la semaine du 8 janvier, mais depuis quelques années déjà, la présence de groupes armés puissants à la tête du narcotrafic a contribué à changer le visage de la ville, l'une des plus dangereuses du pays. À l'intérieur de la boulangerie Vanessa, Josué et Petita Belize, tous formés par l'association chrétienne, s'activent, chacun à leur poste. Vanessa mélange les ingrédients pour la pâte, Josué l'étale sur le plan de travail et Petita fabrique des petites boules dodues qui deviendront de savoureux pains au cacao. Ils disent pas le nom si nous on veut voir la recette, comment ça s'appelle. Très populaire dans le quartier. Est-ce qu'ils ont une guerre pour chocolatine ou pain au cacao? Je sais pas. Je n'ai jamais vu le gouvernement... J'espère pas, ils ont d'autres problèmes quand même. Hein. Je n'ai jamais vu le gouvernement s'occuper de nous. Nous sommes livrés à nous-mêmes, raconte Vanessa. Je suis terrifié pour ma fille, qu'elle soit victime d'une explosion ou d'une balle perdue, tout peut arriver ici. Donc on vous situe Guayaquil sur une carte. Ah oui, non, je ne peux pas zoomer. La fondation Nuestra Vida, je ne sais pas prononcer l'espagnol, je crois que ça veut dire notre vie, propose différents ateliers de couture, de cuisine ou de danse aux jeunes, en difficulté, aux femmes vulnérables victimes de violences. Chaque jour, une trentaine d'enfants du quartier se voient offrir un déjeuner préparé par les bénéficiaires du programme. Mais cette semaine, la dégradation de la sécurité et la peur de faire courir des risques aux enfants et aux femmes ont poussé Sœur Susana à suspendre la cantine. Donc déjà l'angle, bon voilà, on te prend une communauté religieuse, chrétienne, voilà, voilà une solution, c'est ces ateliers où on fait de la cuisine et de la couture. Depuis la fuite annoncée, enfin c'est pas l'unique solution, ça et l'armée. Je préchote. Depuis la fuite annoncée le 7 janvier de la prison 8 de Guayaquil, du chef du gang des Choneros. Alors visiblement, oui, c'est pas son premier coup en plus le gars. C'est pas la première fois qu'il s'évade. Adolfo Macias, dit Fito. L'Équateur est plongé dans le chaos. Guayaquil, avec ses 2,6 millions d'habitants, est devenu le théâtre de recrudescence de la violence. Le président Daniel Noboa a décrété l'état d'urgence et déployé près de 25 militaires dans tout le pays pour retrouver le criminel en cavale. Son évasion a déclenché des mutineries, des prises d'otages de gardiens dans de nombreuses prisons. Alors avec des images aussi inverses où ils montrent, voilà, genre regardez, oui, non, là on reprend le contrôle des prisons, regardez, il y a plein de gens au sol, les mains attachées dans le dos. L'enlèvement de plusieurs policiers, des explosions. À Guayaquil, l'acmé de la crise aura peut-être été la spectaculaire incursion d'un groupe armé sur le plateau de la 10e chaîne. Donc revoyez l'émission de la semaine dernière si vous en souvenez plus. La réponse de la présidence se veut musclée. L'état de conflit interne a été annoncé, 22 groupes criminels sont désormais reconnus comme des organisations terroristes. Daniel Noboa a déclaré la guerre aux gangs. L'armée multiplie. Alors, ils vont faire proclamer des dissolutions des groupes, des groupes de narcotrafiquants. Daniel Noboa a déclaré la guerre aux gangs. Enfin, c'est ce que je viens de dire, évidemment débile, puisque officiellement ils sont censés pas exister. L'armée multiplie les patrouilles dans les zones rouges à la recherche d'armes, de munitions, d'explosifs. À Guayaquil, une opération dans le quartier ultra-violent de Socio Vivienda a mobilisé 600 militaires et conduit à l'arrestation de 21 personnes, dont 10 membres du gang Los Tiguerones. Dimanche,
L'armée et la police ont affirmé avoir repris le contrôle de plusieurs prisons et libéré plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, otages de mutins. Alors, ils ont fait vraiment une Star Wars Endor, tu vois, la prison, ils ont dit « Rébellion, liberté !» tout. Bon, j'imagine que bon, c'était pas pour des motifs aussi basés, tu vois, mais bon, peu importe. Les deux ports de Guayaquil sont devenus une étape clé de la route d'exportation de la cocaïne, depuis la Colombie jusqu'aux États-Unis et l'Europe. Est-ce qu'on peut avoir un entre-deux sur le son? C'est quand même toujours très désagréable d'avoir la musique aussi fort. On va essayer. Si... Putain, mais c'est YouTube qui galère. Les autres fenêtres galèrent pas, hein. Mais YouTube, c'est incroyable. Pourtant, je suis sur Chrome, là. Je suis pas sur Firefox. Mais ça n'empêche. Où en étions-nous? Une étape clé dans l'exportation de la cocaïne. Non, mais c'est insupportable. À chaque fois que je clique quelque part, ça me renvoie au début de l'article. Et on va peut-être savoir un peu pourquoi. Si, on arrive, voilà. Depuis la Colombie jusqu'aux États-Unis et l'Europe. Sachant que c'est pas produit là-bas, c'est pas transformé là-bas, mais c'est une étape clé. C'était pas le cas avant. Pourquoi? Et on vous fait confiance, le Figaro. Vous allez nous expliquer pourquoi. En une décennie, les gangs locaux ont peu à peu gagné du terrain avant d'être soutenus par les cartels mexicains et albanais, contribuant à changer l'image du pays, autrefois considéré comme un îlot de paix. Autrefois quand? Ils vont peut-être nous le dire, ça aussi. Le taux d'homicide en Équateur est passé de 5,6 à 26 pour 100 000 habitants entre 2016 et 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016, le Figaro? On va lire le reste. À Guayaquil, il frôle les 40 pour 100 000 habitants. Donc presque le double de déjà ce record national. Et vous ne voyez rien. Sœur Susana Veloz, qui officie depuis 12 ans dans le quartier, l'a vu se transformer en profondeur. Les locaux de son ONG se trouvent justement dans la zone d'action de deux bandes rivales, les Choneros et les Chone Killers. Vous appelez presque pareil, les gars. Bah non, vous êtes des Chone Killers. Du coup, ouais, vous êtes, oui. Bah, c'est, ouais, nous on s'appelle les Daimon et nous on s'appelle les anti-Daimon. D'accord, ok, c'est peut-être pour ça. Faites des gangs, pas qui s'appellent Daimon. Ou faites des choses basées avec. Sinon, je me dissocierai évidemment. Ces 7 dernières années, les gangs ont gagné dans tous les domaines, soupire-t-elle. La situation est infernale. Quand je suis arrivé ici, certes, il y avait de la pauvreté et de la criminalité, mais à un niveau plus ordinaire. Jamais on ne vous aurait menacé avec une arme, encore moins avec les armes dont ils disposent aujourd'hui. Alors, on nous dit, oui, il y avait de la pauvreté et de la criminalité, mais maintenant, par contre, la criminalité, c'était pas cette criminalité, maintenant c'est beaucoup. Mais quid, est-ce qu'il y avait plus de pauvreté avant ou pas? Parce que, non, on n'esquisse pas le début d'un lien de cause à effet. Encore moins avec les armes dont ils disposent aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce qu'ils ont, ce sont des fusils de gros calibre. Selon elle, la venue des cartels étrangers qui contrôlent le trafic de cocaïne expliquerait l'arrivée d'armes plus sophistiquées et les coups d'éclat qu'a connu le quartier au fil des années. Donc voilà, eux aussi, leur analyse, c'est oui, les cartels étrangers, mexicains, albanais, tout ça, c'est à cause d'eux. Ils ont commencé à tuer des gens qui n'avaient rien à voir avec eux, pour montrer qu'ils existaient, qu'ils détenaient désormais du matériel plus dangereux. Salut Eratos. La sœur se désespère en montrant les rues vides. Parfois, on voit des enfants se passer des mitraillettes comme si c'était des jouets. Ce sont des enfants, ils ont à peine 12 ou 13 ans. Ils ne sont pas encore formés psychologiquement, physiquement, socialement, mais ils sont déjà les patrons de l'endroit. Les adolescents sont une proie de choix pour les groupes armés qui n'hésitent pas à les recruter dès l'âge de 11 ans. Les parents redoutent qu'ils se fassent appâter par des vêtements de marque ou la promesse de revenus élevés. Notre quartier des Malvinas est très dangereux, il faut être sur le qui-vive en permanence. Il y a de la délinquance, du trafic. Ce sont les enfants qui sont les plus touchés, ils sont utilisés pour vendre de la drogue, mais aussi pour voler et tuer. Souffle Daniel du haut de ses 24 ans. Le frêle jeune homme, au regard vitreux, en sait quelque chose. Lui et son frère Jordan, 22 ans, ont rejoint un groupe armé lorsqu'il n'avait que 11 ans. Il y a 3 ans, on m'a demandé de tuer quelqu'un dans un autre quartier. À mon frère aussi. Nous avons chacun touché 2000 €, ce qui représente beaucoup d'argent, sachant que le salaire minimum là-bas, c'est 450 €. Notre situation n'est vraiment pas bonne. Hein? Est-ce qu'on pourrait pousser l'analyse un petit peu? Non. On aura au moins du témoignage. Renchérit Jordan à la silhouette plus costaude et au regard doux. Selon eux, les commanditaires appartenaient à un groupe mafieux altélévésois, banais. Du coup, là, je ne sais pas d'où ils viennent. Altélévision, banais. Est-ce que ça veut dire que est-ce que ça désigne un endroit de l'Équateur précisément? Ou justement étranger, puisqu'il nous parle de cartel étranger.
Les deux frères, élevés par leurs grands-parents, ont été emprisonnés pour d'autres crimes commis. Ils assurent s'être repentis aujourd'hui. C'est l'histoire ancienne pour moi, mais au début, c'était vraiment difficile de porter ce fardeau. Je suis un jeune homme qui veut être différent maintenant. Merci beaucoup HBK Live pour ce 5e mois. Daniel, à toi. Ça a l'air fun aujourd'hui. Bah, on compare deux articles qui parlent du même sujet. Les mafiosos vous attrapent et ne vous laissent pas partir. Nous avons dû changer de quartier. Reprend Daniel. Ils tiennent... Alors, on va voir aussi le scope est un petit peu plus... et moins large dans cet article que dans le suivant, où on prend vraiment ce quartier-là, les sœurs de tel couvent qui vont nous parler de l'évolution du truc, tel jeune qui s'en est sorti, mais on n'élargit pas, on n'a pas des considérations macro, pour le moment. L'article n'est pas fini. Donc ils ont dû changer de quartier, et puis ils vendent des paquets de sacs poubelles aux passants du centre-ville. Je sais pas pourquoi des paquets de sacs poubelles, parce que c'est un bise... Moi, je vois des gens, ils vendent des cigarettes, moi, des fois, en mode dans la rue, tu vois, en mode, bah, c'est pas trop licite, mais des sacs poubelles. Si, j'ai quelqu'un qui a essayé de me vendre une enceinte JBL ce week-end, j'attendais un pote qui venait me chercher pour une soirée, bref, on s'en fout. Et une meuf qui vient me voir et qui fait, ouais, ça vous intéresse, une enceinte JBL neuve? Donc bon, et des sacs poubelles, bah, j'aurais été plus étonné quand même encore. La violence est devenue quasi quotidienne même, et touche toutes les classes sociales équatoriennes. Il y a 6 mois, l'architecte Fernando, non modifié à sa demande, a été victime d'une tentative d'enlèvement alors qu'il se rendait dans l'un de ses chantiers à Duran, un autre quartier populaire. Ah, on change quand même de quartier. Si les assaillants ont réussi à toucher sa voiture, bon, lui, ils l'ont pas kidnappé, bon, il explique qu'il y avait déjà une guerre des gangs, mais on commençait tout juste à assister à des enlèvements d'hommes d'affaires et à des demandes de rançon aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus organisés, vous attaquent avec des fusils d'assaut, de plus en plus de gens participent. Alors, pourquoi? Pareil. Depuis, cet architecte n'a plus jamais mis un pied dans ce quartier. Il a fait installer des caméras de surveillance pour pouvoir tout contrôler à distance. Jean que faire blinder sa voiture serait insuffisant. Merci pour le follow, vieille en vélo. Bah, fais blinder ton vélo, du coup, je sais pas. Il a même envisagé de quitter le pays, puisque lui, il réfléchissait à blinder sa voiture. Ce qui se passe ici, c'est en effet boule de neige, assure-t-il. Ces guerres existent depuis longtemps, mais s'aggravent et impliquent plus de gens. Il faut trouver une solution avant que les groupes criminels organisés ne finissent par être plus forts que l'armée. Car lorsqu'ils deviendront plus forts, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible et que le pays sera complètement perdu. Ce quadragénaire préconise une réponse militaire ferme. Alors, c'est sûr que à court terme, tu es obligé d'avoir une réaction de répression. Mais est-ce que si à long terme, tu veux empêcher le truc, est-ce qu'il n'y a pas des causes qui mènent à ces conséquences? Même si, confronté aux conséquences, il faut les limiter. Mais est-ce qu'on ne va pas s'en prendre à la source du truc, du problème? Bon, ils esquissent quand même une petite conclusion là-dessus. À long terme, la solution irait toujours de pair avec l'éducation. Et avec la tentative... Oui, c'est parce que les gens sont trop bêtes. Ils ne vont pas, assez à l'école, ou je sais pas. Et avec la tentative de réduire l'énorme fossé entre les classes sociales. Comment? L'Amérique latine est l'une des régions du globe les plus inégalitaires. Peu optimiste, il n'envisage pas de solution rapide. Je crois que nous allons devoir vivre avec cette violence et nous y habituer. Comme les habitants des Malvinas, il est résigné. Voilà donc pour ce premier article du Figaro. On va comparer avec celui de l'UMA, si on arrive à ouvrir l'UMA. L'Équateur, un véritable pays, un véritable paradis pour la criminalité. Un pays paradis pour la criminalité. Alors pourquoi? C'est en page 12 dans l'UMA d'aujourd'hui, où l'ancien ministre Pedro Paez, qui voilà, datait d'avant les présidences ultra-libérales, on va le comprendre, dans ce qu'il nous dit, et qui est actuellement prof d'économie, qui va je crois qu'il est prof d'économie aussi. C'est dans l'autre article. Non, l'autre article, c'est sur Donald Tusk, et voilà, encore une autre affaire à suivre sur son opposition avec le PIS, sa vraie fausse opposition au PIS. Ministre adjoint de l'économie dans le gouvernement équatorien du président Alfredo Palacio, de 2005 à 2007. Bon, c'était sûrement encore considéré comme du coréisme. Pedro Paez a ensuite occupé les fonctions de ministre de l'économie, vice-ministre des finances, puis responsable de la concurrence économique sous l'administration du président Rafael Correa de 2007 à 2017. Il revient pour nous sur les semaines de haute tension que vient de connaître le pays. Comment expliquez-vous le déchaînement de violence qu'a traversé l'Équateur? L'Équateur paye le prix des décisions des gouvernements qui ont
choisi, à partir de 2017, de tourner le dos au cycle progressiste que notre pays avait connu depuis 2005. Les politiques alors mises en place avaient pourtant permis d'inverser les conséquences désastreuses de plus de 2 décennies d'ajustements promus par le FMI, souvent c'est des politiques d'austérité, hein, à partir de 1981, caractérisées par l'accentuation des inégalités, la stagnation productive, la dépendance économique ainsi qu'une décomposition sociale marquée par la violence. En 2006, le taux d'homicide était de 17,8 pour 100 000 habitants, c'est toujours la même métrique. Les politiques de redistribution des revenus et d'investissement productif mises en œuvre par Alfredo Palacio et Rafael Correa avaient réussi à réduire ce chiffre en 2017 à 5,8 pour 100 000 habitants. Donc 5,8, c'est même pas un tiers de ce que c'était. Aujourd'hui, alors eux, ils parlent d'un taux de 46 pour 100 000 habitants, donc je sais pas où, parce qu'ils nous disaient dans l'autre article 26, voire 40 pour tel état, donc je ne sais pas ce qu'il en est du coup. Qu'est-ce qui pousse les bandes criminelles à s'affronter pour le contrôle du territoire équatorien? L'Équateur n'est pas une zone de production de drogue, ni de transformation. En revanche, c'est un territoire devenu très attrayant pour la criminalité internationale en raison de son système financier et des facilités qu'il offre pour le blanchiment d'argent. Lorsque le président Lénine Moreno a trahi les principes de la révolution citoyenne coréiste, sa réorientation néolibérale, qui fut poursuivie par son successeur Guillermo Lasso, qui était ultra décrié, hein, c'est pour ça qu'il n'a pas duré très longtemps, 2021-2023, a ouvert la porte à une dérégulation extrême du système financier. Ouais, Lasso, c'était genre Macron encore plus énervé sur le plan sécuritaire comme économique, donc pour vous dire le désastre. Alors que celui-ci, le système financier, était déjà dollarisé depuis l'année 2000, cette dérégulation a fait de l'Équateur un véritable paradis pour les blanchiments des capitaux mafieux. Peut-être qu'il y avait quelque chose à creuser à ce niveau-là. C'est l'élément fondamental qui a déclenché une escalade de la violence avec des niveaux jamais imaginés auparavant, faisant penser à ce qu'ont connu des pays comme la Colombie ou le Mexique. De fait, les bandes criminelles locales s'affrontent dans le cadre d'un conflit qui oppose deux puissants groupes mexicains, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération et le cartel de Sinaloa. Cette situation est également le résultat des conséquences sociales des politiques néolibérales des gouvernements Moreno et Lasso. Vous voulez parler du retour, à partir de 2017, aux politiques recommandées par le FMI? En effet, en affectant le tissu productif qui s'était développé pendant plus d'une décennie de gouvernements progressistes, ces politiques ont provoqué un processus d'appauvrissement de la population. Les conditions du marché du travail se sont fortement détériorées. Hausse du chômage et des niveaux d'informalité. D'informalité? Je sais pas ce que ça veut dire l'informalité par contre. Précarité de l'emploi, droits des travailleurs, etc. Cette déliquescence des conditions de vie aurait d'ailleurs déjà poussé plus d'un demi-million d'Équatoriens à quitter le pays, rien que sous le gouvernement Lasso. Pour ceux qui restent, le chant des sirènes des bandes criminelles s'est transformé en une tentation très forte, surtout pour certains secteurs de la jeunesse. Si vous ajoutez... Oui, c'est pas... En fait, dans l'article du Figaro, il disait... Ouais, en fait, ils sont séduits par des promesses de vêtements de marque. Non, non, ils sont dans la misère la plus noire. Et c'est ta seule alternative, peut-être dans certains quartiers, tu vois. Si vous ajoutez à cela le retrait de la présence de l'État avec des coupes budgétaires dans les services publics, dans des domaines aussi fondamentaux que l'éducation, la santé, le logement, l'aide sociale, les infrastructures, hein, le Figaro, il n'y avait pas une piste de... Enfin, c'était la personne, l'architecte qui s'exprimait. Bon, alors, est-ce que c'était plus pertinent de donner la parole à une religieuse et un architecte, du coup, que quelqu'un qui t'expliquera aussi les tenants, les aboutissants économiques? Je sais pas, après, on pourrait dire les deux se complètent, tu vois, en soi. Ouais, j'ai un peu l'impression d'apprendre plus de choses. Bon, bah, il nous disait, faut régler le problème avec l'éducation. Oui, bah, l'éducation, si vous avez sabordé le nombre de professeurs en pire que chez nous, puisqu'on aura l'occasion de parler de l'éducation nationale plus tard dans l'émission, s'il n'y a plus de budget par rapport à ça, bah, les budgets d'austérité néolibérale, généralement, pas la priorité, hein. Un véritable démantèlement orchestré de l'État. C'est une question, sur le coup, l'UMAG qui pose même plus de questions, juste qui constate. Un démantèlement de l'institutionnalité, orchestré par les gouvernements Moreno et Lasso, qui a également affecté les politiques de sécurité publique mises en œuvre sous l'ère Correa. Celle-ci comprenait un cadre solide pour la protection des droits de l'homme, de la proportionnalité dans la répression, ainsi que des programmes de réinsertion pour les membres de gangs.
Les politiques néolibérales ont détruit tout cela et ouvert la voie à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Oui, est-ce que la situation dans les prisons, comment elle était à l'époque, puisque c'est aussi un dos. Comment évaluer la réponse de l'actuel président, Daniel Noboa? Malheureusement, en poursuivant les politiques néolibérales des gouvernements Moreno et Lasso, Noboa, un fils de milliardaire, on s'attendait pas à ce qu'il soit en mode marxiste non plus, hein, mais Noboa a dilapidé le soutien de principe. Normalement, il n'était pas décrit comme un ultra-droitos très très énervé, mais néolibéral aussi, quoi. Noboa a dilapidé le soutien de principe que lui avaient accordé différents secteurs idéologiques du pays au moment de son investiture. Aujourd'hui, il veut approfondir le processus de dérégulation de l'économie en promouvant par exemple les zones franches et les privatisations. Il voudrait aussi permettre le retour des casinos, interdits depuis 2011. Alors que l'on sait que ces endroits servent à blanchir l'argent sale. Mais en matière de réponse à la criminalité, il est essentiel de comprendre que la violence seule ne résoudra rien. Telle celle de l'armée, hein. Il est indispensable de combler le vide. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas, hein, si c'est pas trop problématique, que t'as pas besoin de l'armée. Mais juste l'armée, ça résoudra pas le problème à long terme. Il est indispensable de combler le vide institutionnel et social. Résultat du retrait de l'État, sinon l'espace est occupé par les groupes mafieux. Avec l'aide proposée par Washington, le pays semble s'orienter vers une stratégie de guerre contre la drogue. Cela s'est pourtant révélé inefficace en Colombie et au Mexique, puisqu'on comparait. Oh, c'est toujours pas une question. Effectivement, et je trouve très regrettable que certains secteurs de la gauche soutiennent sans réserve la volonté du président Noboa de militariser le pays. Les exemples de la Colombie, du Mexique, parmi d'autres, montrent à quel point les prétendues guerres contre la drogue, War on Drugs, promues par les États-Unis ne sont pas seulement des stratégies futiles, voire contre-productives, mais aussi hypocrites. Dans ces pays, les actions des agences américaines telles que la DEA et la CIA soulèvent de nombreuses questions, laissant suggérer que Washington est davantage intéressé par créer ou maintenir le problème pour pouvoir ensuite vendre la solution, sécuritaire souvent. Tout cela dans un contexte continental où l'Amérique latine continue d'être perçue par les États-Unis comme l'éternel arrière-cour, un terrain pour l'interventionnisme, un marché pour le complexe militaro-industriel, une région prise dans le piège de la dette. C'est pourquoi l'Équateur, ainsi que l'Argentine, avec toutes les folies du président Javier Milei, revoyez les émissions, on en parle aussi, pourrait devenir un laboratoire de ce qui attend le continent s'il n'y a pas de réponse ferme de la part des peuples. Donc, un entretien pour les colonnes de l'Humanité réalisé par Luis Reigada avec un ancien ministre et actuel prof d'économie, je crois, Pedro Paez. L'ours, est-ce que tu avais une réaction par rapport à ça? Est-ce que tu as entendu aussi l'article du Figaro? J'étais en train de regarder, j'étais un peu focalisé sur le taux d'homicide, parce que je me suis demandé si 17 pour 100 000, c'était beaucoup, relativement parlant ou pas. Donc là, Voilà, j'étais en train, pendant que je parlais, j'étais en train de consulter, de 17,8 c'était consulter. avant Palacio et Correa. Sous leur présidence, c'est tombé à 5,8. Et là, ils évoquent un taux jusqu'à 46 pour 100 000. Et donc, toi, t'es tombé sur quoi? Je suis tombé sur une liste des pays et tout, et à titre de comparaison, donc, bon, déjà, il y a une grosse corrélation entre la population du pays, ce qui est normal. C'est vrai que si tu as un pays à 100 000 habitants, tout de suite, un meurtre, ça va péter le truc, quoi, hein. Mais bon, on peut voir par exemple que les États-Unis font 6,6 pour 100 000. Ouais. Euh, Oui, et sachant la que c'est pas France, le on est pays le à plus apaisé, les 1,2. États-Unis. Oui, donc c'est énorme, C'est ouais. vrai. Je disais, sachant que les Ouais, ouais, États-Unis, c'est non. pas le pays le plus peaceful du 300 millions monde. d'habitants, ouais, ça fait un Il y a bon. des dingues d'extrême droite avec des armes automatiques qui se baladent librement. Donc bon. Ouais, ouais, puis aux États-Unis, ça représente 22 000, en gros 23 000 homicides à l'année, tu vois. Sur la France, on est à 1,2, donc on a à peu près, que je regarde, on a à peu près 800 ou 700 homicides, 734 homicides. Donc ouais, je Ok. me dis, ouais, c'est ouais, 46 pour 100 000, même 17, c'est quand même assez fat. Il n'y a pas énormément de pays qui ont ce genre de taux, en fait, hein. Ouais, du coup, sur la différence de traitement, écoutez, je vous laisse me faire vos retours si vous voyez cette capsule dans le futur. Et venez follow sur Twitch, c'est quand même plus sympa de voir ces émissions en direct. Et en plus, vous pouvez monter en vocal et participer comme je vous invite à le faire.
Si vous le souhaitez, vous êtes une petite centaine si vous avez votre avis à donner.